Salut tout le monde. J'ai parlé dans ma vidéo sur la culture du danger aux USA de la place d'Hollywood. C'était plutôt un détour qu'un sujet fondamental à développer en détail dans ce texte-là et j'avais peut-être laissé quelques zones floues dans mon raisonnement. Je vais revenir sur le sujet et éclaircir quelques points. Avant tout, je ne voulais pas donner l'impression de blâmer le cinéma pour la violence. Comme ça a beaucoup été dit, l'art est un reflet de la réalité. Certains diraient que le cinéma n'a jamais causé la moindre violence. Je ne serais pas aussi catégorique, ça n'est pas aussi simple. Dans certains cas, les films ont pu influencer une personne qui a par la suite tué ou agressé. Admettons. Cependant, même pour les quelques cas qu'on pourrait imaginer, je ne vois pas en quoi ça inciterait à censurer ou à désigner les films comme cause principale de la violence. Un meurtrier pourrait être influencé par à peu près n'importe quelle œuvre, événement ou personne. Ça se passe dans sa tête et ça n'en rend pas l'œuvre, l'événement ou la personne intrinsèquement génératrice de violence. Si ce n'était pas le cas, si les œuvres avaient intrinsèquement le pouvoir de générer des pulsions de violence chez un nombre significatif d'êtres humains, ça aurait causé un problème d'augmentation des actes de violence tellement évident que des tas d'études auraient déjà démontré un effet direct des œuvres sur le comportement, et l'État aurait dû prendre des mesures drastiques. La violence est d'abord vécue IRL et souvent reproduite par celles et ceux qui la subissent. Elle est en outre mise en scène par un artiste, autant se concentrer sur les causes économiques et sociologiques de la violence. Ceci étant dit, j'ai dit que le cinéma américain imprègne la société et participe à la culture du danger. C'est cette façon de voir le monde comme une source constante de danger potentiel décrite dans cette vidéo qui, si elle n'est pas mise en cause ni analysée intelligemment dans un film, est perpétuée à l'écran. Cette représentation ultra mainstream participe à la culture populaire, donc à la culture et à la vision du monde d'une grande partie de la société. Évidemment, Hollywood n'était qu'un exemple, un phénomène assez connu et clair pour démontrer ces mécanismes. À la base, je voulais en plus parler de littérature, mais ça s'écartait trop du sujet principal. J'avais décrit une partie du cinéma américain, les blockbusters, qui nous présentent une adversité mauvaise, une menace, un danger absolu à détruire sans nuance. Cette position confortable de la peur du puissant méchant, de l'antagonisme frontal, du manichéisme et de la survie du statu quo sont moins présents dans la littérature américaine. Cela s'explique assez simplement, l'écriture d'un roman est une démarche personnelle introspective et peut donc amener à des développements moins spectaculaires. Le contenu peut lui être spectaculaire, mais il reste souvent plus fouillé qu'au cinéma à grand spectacle. Au moyen de phrases exprimant exactement ce qu'il veut transmettre, l'auteur peut se permettre d'entrer dans les pensées et d'écrire exactement, sans détour, les sentiments d'un protagoniste, d'un passant, d'un chien ou même d'un arbre ou d'un caillou. Cela amène à une expérience plus axée sur un ressenti qui nuance par sa forme le récit, et ce, peu importe la structure de l'histoire et ce qui s'y passe. L'écrivain a surtout une liberté que lui apporte le fait de travailler seul. Un film hollywoodien est produit par de grosses équipes avec de grosses sommes. Le film doit absolument être rentable, afin de rentrer dans ses frais de production. Pour l'être, il doit attirer le plus de gens possible. J'avais développé dans la vidéo sur la culture du danger qu'un moyen sûr et approuvé d'attirer du monde en salle est de proposer un spectacle grandiose, des cascades ahurissantes, des effets spéciaux qui à eux seuls prétendent justifier le prix du billet. L'impact de l'image et le rythme du montage créent une sensation de tension. On évite à tout prix le supposé ennui qu'on prendrait le risque de provoquer en sortant du grand spectacle. Les films à effets spéciaux impressionnants ont un avantage, même quand ils ne transmettent pas une vision du monde intéressante. Même si les personnages sont creux, on sort de la salle avec l'impression d'en avoir eu pour notre argent. On a payé pour s'émerveiller devant un imaginaire coûteux à mettre en mouvement. C'est la forme de divertissement la plus simple à rentabiliser. C'est ce que les studios d'Hollywood semblent penser en tout cas, et c'est le système qu'ils font fonctionner. Si je ne suis pas certain que c'est ce que le public préfère vraiment, que c'est ce qu'il réclame forcément, ce public accepte très bien cette culture cinématographique et y participe massivement. Hollywood étant une énorme machine soumise aux inquiétudes des producteurs, ce n'est pas là qu'on trouvera en priorité les films expérimentaux. Comme ceux qui se permettent de durer 4, 5, 6 heures ou ceux qui se passent de dialogue. Quand je dis aucune vision des personnages creux, ce n'est pas toujours le cas dans ce genre de production, entendons-nous bien, même si la dilution de la vision d'auteur est noyée par les dizaines de personnes qui influenceront l'aspect final du film. Il faut ajouter à cela la frilosité récurrente des producteurs, des gens qui financent les films et lancent les projets. C'est la différence majeure entre ces mastodontes et les créations plus indépendantes. En marge de toute cette agitation, des petits groupes forment une grande diversité de sous-cultures, mais par leur nature, ils n'ont pas accès à une médiatisation massive.
Le but de ma vidéo était de mettre en avant une certaine vision du monde largement partagée et une espèce de culture où l'imminence du danger est acceptée. C'est dans ce cadre, pour rester dans le sujet, que j'ai mis l'accent sur les films mettant en scène de la violence et une menace des antagonistes forts, même si j'ai évoqué d'autres types d'œuvres. On peut citer les sujets phares d'Hollywood, les histoires d'amour, les biopics, les comédies familiales ultra formatées, etc. Pourquoi les films pleins d'action et de danger sont-ils ceux qui attirent le plus d'Américains? Une raison principale est évidemment l'innovation constante en matière d'effets spéciaux, qui coûtent plus cher. Ces films bénéficient d'une publicité omniprésente. Parlons du cinéma européen. Traditionnellement, le cinéma européen est plus axé sur le social, les événements de la vie. De Truffaut aux frères Dardenne, en passant par Roy Anderson ou encore Ken Loach, on y trouve plus d'œuvres mettant en scène le quotidien. Je parle bien de mettre en scène. Si dans un film comme Le Garçon au vélo, l'intention est clairement de filmer la réalité sans vouloir l'exalter, un film comme Chanson du deuxième étage peint des personnages et des situations de façon extrêmement stylisée, un peu allégorique. Je n'ignore pas la production française de films d'horreur ou le giallo italien. Je note cependant que le danger dans le cinéma européen est souvent un danger plus ciblé. Dans le cas d'un thriller dans lequel l'énigme policière est au premier plan ou encore que la violence sert à marquer une vision artistique d'auteur visuellement et thématiquement. Le danger dans le cinéma américain est souvent plus global, plus manichéen. Un auteur, même sous le poids de l'énorme machine hollywoodienne et même après le traitement d'un film à gros budget par toute l'équipe, reste évidemment un auteur. L'intérêt d'un film réside dans ce qu'il reste de sa vision personnelle, et un métrage à la mode axé sur un danger simpliste n'en est pas forcément un mauvais métrage. Armée américaine et Hollywood. C'est aux États-Unis que les liens entre la défense, l'armée et le cinéma sont les plus forts et les plus fructueux. Ce n'est pas le seul pays à avoir recouru à la propagande, mais c'est le pays où la production de ce type d'œuvre est la plus importante, où ces films ont eu le plus de succès à domicile et à l'international, où ces films enfin ont marqué le plus durablement leur art dans l'esprit des critiques du grand public et des générations de réalisateurs. The Birth of a Nation, qu'on cite souvent comme le premier blockbuster américain, est un film pro-Ku Klux Klan se basant sur une vision du monde raciste, ségrégationniste et mensongère. Sorti en 1915, il dépeint un sud des États-Unis où les Noirs sont des violeurs de femmes blanches, discours très présent jusqu'à aujourd'hui dans la droite blanche un peu partout en Europe et aux USA. C'est d'ailleurs une pratique fondamentale de la droite s'inventer une menace sur une perception faussée du réel teintée de théories antiscientifiques et de clichés non fondés afin de s'apprêter à y faire face avec une violence bien réelle. C'est un mélange entre culture du danger et idéologie conservatrice. Le lien entre Hollywood et le gouvernement américain s'est évidemment renforcé pendant la Seconde Guerre mondiale, au début de laquelle Roosevelt a rencontré à Washington de grands réalisateurs comme John Ford et Frank Capra pour leur commander des films qui aideront le pays à entrer dans un état d'esprit guerrier et inciteront les gens à vouloir participer à l'effort de guerre. Une cellule dédiée aux échanges avec Hollywood est créée. De nos jours, les studios d'Hollywood ont accès à des conseils, des images d'archives et parfois même à du matériel militaire, à condition de laisser une grande place à l'armée dans les films ayant recours à ces ressources. Ces derniers doivent montrer de l'héroïsme et du patriotisme, des scènes qui donnent de la valeur et du sens au travail des soldats. En exemple de film qui a donné envie à beaucoup de jeunes de toute une génération de s'enrôler, on pensera évidemment à Top Gun. Cependant, il faut voir que même les films qui à première vue ne montrent pas sous un jour radieux, totalement avantageux, l'armée américaine ou des événements où elle est impliquée, font partie de cette stratégie. Le simple fait de montrer les soldats en action, d'en faire des personnages auxquels on peut s'identifier, le simple fait d'être autant exposé à des véhicules et armes militaires devant ces divertissements qui ont un potentiel impact émotionnel sur les spectateurs, quelle que soit l'émotion, a pour effet de faire de la publicité à la défense. Cela fait entrer l'armée américaine dans la tête, dans l'imaginaire des citoyens. Hollywood, l'armée, les producteurs, l'histoire du pays forment des connexions qui créent une perception forte du réel, largement diffusée et absorbée par la population.